Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je tiens à commencer cette vidéo par vous souhaiter une excellente année 2022. J'espère que votre année commencera mieux que la mienne n'a commencé. Comme vous l'entendez, j'ai encore le nez très bouché, je suis encore bien malade. Donc le premier qui se moque de ma voix de canard dans les commentaires, ça va mal aller. Je vous souhaite en tout cas plein de réussite pour cette nouvelle année et je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. L'histoire du jour se déroule en Afrique du Sud, un pays que nous n'avons pas encore visité sur cette chaîne. Et sachez que certains détails de l'affaire pourraient être perturbants pour certaines personnes. Donc si vous avez un petit cœur sensible, peut-être vous abstenir de regarder cette vidéo. Mais par contre, si vous avez l'estomac bien accroché, installez-vous confortablement car on va commencer. Comme je l'ai dit précédemment, nous nous envolons direction l'Afrique du Sud aujourd'hui et plus spécifiquement dans la ville de Pretoria. Martin Van Breda fait la rencontre de la jolie Teresa qu'il épousera en février 1990. 2 ans plus tard, le couple accueille son premier enfant, Rudy, et en novembre 1994, leur deuxième enfant, Henri Christo, voit le jour. La famille de 4 s'agrandira de nouveau en octobre 1998 lorsqu'ils accueilleront leur première petite fille, Marlie. La famille Van Breda est une famille extrêmement heureuse et extrêmement unie. On va pas se mentir, ils avaient un train de vie qui était très luxueux car le père de famille avait beaucoup d'argent. Ils passaient donc énormément de leur temps à voyager à travers le monde. En 2006 cependant, les Van Breda prennent la décision de changer complètement de vie en partant s'installer en Australie suite à une opportunité pour le travail de Martin, mais aussi car le taux de criminalité dans leur région ne cesse d'augmenter et cela les inquiétait énormément. Ils feront alors leur bagage et trouveront refuge dans la ville de Perth. La famille se plaisait énormément sur place et avait même pour projet d'ailleurs de rester y vivre indéfiniment. Henri, le second enfant, s'était fait de nombreux amis sur place et obtiendra même son diplôme d'études en 2012 dans le lycée de Scott College, un établissement plutôt prestigieux. Les enfants Van Breda avaient accès à la meilleure éducation possible car, comme je l'ai dit précédemment, la famille avait beaucoup d'argent. Vraiment beaucoup d'argent. Il paraîtrait à l'époque qu'ils avaient en leur possession dans les environs de 17 millions de dollars américains, juste pour vous donner une idée. Ils vivaient donc un train de vie très luxueux et les enfants, comme je l'ai dit, avaient accès à la meilleure éducation possible. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études, Rudy, l'aîné de la famille, décidera de déménager à Melbourne pour continuer ses études sur place. Et 2 ans plus tard, ce sera son petit frère Henri qui suivra ses pas et qui décidera de faire la même chose. Sur place, Henri suivra des études de physique dans l'université de Melbourne. Les parents Van Breda, se sentant très seuls et loin de leur fils, décideront alors de se rapprocher de Melbourne pour être plus proches de leur garçon et ils s'installeront dans une villa de Queensland. Des amis de la famille décrivent Rudy, l'aîné, comme étant un jeune garçon très ambitieux et très motivé pour arriver au sommet. Il prenait énormément exemple sur son père et souhaitait avoir à son tour la même carrière que ce dernier avait eue. Henri, de son côté, était décrit comme quelqu'un de plutôt tranquille, de plutôt silencieux, mais il prenait cependant énormément exemple sur son grand frère, raison justement pour laquelle il l'avait suivi jusqu'à Melbourne. En 2014, les parents Van Breda ainsi que la petite dernière Marlie décident de finalement quitter l'Australie pour retourner s'installer en Afrique du Sud. Martin, qui était un important homme d'affaires, avait du travail inachevé sur place et devait reprendre certaines affaires sur lesquelles il travaillait avant son départ pour l'Australie et avait du mal à jongler avec tout cela à cause des différents fuseaux horaires. Ils firent donc leurs valises et partirent en direction de leur pays d'origine, où ils s'installèrent dans un domaine privé très luxueux, portant le nom de De Zalz et situé dans la ville de Stellenbosch. L'endroit était absolument magnifique. Entouré de vignobles, d'un parcours de golf immense et de collines verdoyantes, bref, ils vivaient dans un endroit absolument paradisiaque. De leur côté, les 2 aînés, Rudy et Henri, étaient restés à Melbourne où ils poursuivaient leurs études. La famille se retrouvait cependant très régulièrement lors de vacances scolaires dans leur maison de Queensland qu'ils avaient conservée. En mars 2014, Henri décide d'abandonner ses études et de quitter l'Australie pour retourner s'installer chez ses parents en Afrique du Sud.
À ce moment-là, ces derniers ne s'inquiètent pas trop de la situation car Henry ne leur a pas fait part du fait qu'il abandonnait définitivement ses études. Ils pensaient qu'il s'agissait seulement là d'une petite pause temporaire, mais ne s'attendaient pas à ce que ce dernier ne retourne jamais en Australie. Quelques mois après le retour de Henry au bercail, c'est son grand frère Rudy qui le rejoint pour venir passer les vacances de Noël en famille. Les Van Breda étaient enfin réunis ensemble sous le même toit et profitaient de cela pour passer du temps ensemble et pour voyager à travers le pays, rendant visite à certains autres membres de leur famille un peu plus éloignés. L'école reprit en Afrique du Sud et Marley entama son second semestre au collège. Henry de son côté n'avait toujours pas décidé de reprendre les cours et décida de voyager durant plusieurs mois. Il confia à Marley qu'il reprendrait certainement ses études une fois l'été arrivé, mais que pour le moment, il avait besoin de prendre du temps pour lui-même. Le samedi 24 janvier 2015, la famille profite d'un week-end ensemble et décide de faire de la plongée en cage pour observer les requins et autres créatures marines. Ils passent ensuite la journée du dimanche ensemble au domicile familial autour d'un bon repas. Ce qu'ils ne savaient pas encore à ce moment-là, c'est que ce week-end était leur dernier week-end tous ensemble. Les événements étant survenus le lundi 26 janvier sont un petit peu flous. Mais de ce que l'on sait, Marley s'était rendue ce jour-là à l'école, était rentrée chez elle ensuite dans l'après-midi et avait entamé ses devoirs dans sa chambre. Martin, Rudy et Henry auraient passé une majeure partie de leur journée et de leur soirée devant la télévision, pendant que Teresa faisait du rangement et la cuisine pour le repas du soir. Henry se souvient avoir partagé ce soir-là 2 verres de vin avec son père, tandis que son frère aîné était sorti faire un jogging. Aux alentours de 19h, Rudy était rentré et la famille se mettait à table pour entamer le dîner. Ils termineront de manger vers 20h, suite à quoi les 3 hommes de la famille se mettront de nouveau devant la télé pour regarder Star Wars, pendant que Teresa se trouvait toujours dans la cuisine et Marley dans sa chambre. Un peu plus tard dans la soirée, Martin s'installera autour de la table du salon pour travailler sur des projets sur son ordinateur portable, tandis que ses 2 garçons étaient toujours devant la télévision. Entre-temps, sa femme était montée se coucher et Marley et elle étaient toutes 2 endormies. Une voisine des Van Breda se souvient avoir entendu des cris s'échapper de chez la famille ce soir-là aux alentours de 22h. Une dispute semblait avoir éclaté et un brouhaha retentissait de derrière les murs de leur maison. Henry niera cela plus tard et affirmera que les sons que sa voisine avait entendus se trouvaient être tout simplement les scènes de combat de Star Wars, qui étaient peut-être un petit peu fortes ce soir-là effectivement, car la famille venait apparemment de s'acheter un nouveau home cinéma qu'ils étaient en train de tester. Cependant, la voisine de la famille appuiera sa position en affirmant que ce qu'elle avait entendu ne se trouvait absolument pas être des bruits s'échappant d'un film, mais bien les cris venant des membres de la famille Van Breda. Toute la famille était couchée aux alentours de minuit et la maison était plongée dans le calme le plus total. Henry était resté éveillé pour regarder des épisodes de son manga préféré One Piece sur son ordinateur jusqu'aux alentours de 3h du matin, où il avait éteint son ordinateur portable pour écouter de la musique en silence dans sa chambre, avant de se lever pour aller aux toilettes aux alentours de 4h du matin. Le jour se lève et c'est à 7h12 du matin le 27 janvier 2015 qu'un appel est passé aux urgences. L'homme au bout du téléphone se trouvait Henry Van Breda. Et alors que l'opératrice de l'autre côté de la ligne lui pose des questions pour connaître la raison de son appel, il explique que quelque chose est arrivé et que tous les membres de sa famille ont été attaqués et souffrent de très sérieuses blessures. Il partage alors sa position et demande à ce qu'une ambulance se rende sur les lieux au plus vite. Pour ceux qui parlent anglais, je vais vous partager le lien de l'appel au complet dans la description de la vidéo parce que croyez-moi, ça mérite d'être entendu. L'opératrice s'y prend à 10 ou 15 fois pour être capable de récupérer l'adresse de Henry. Et même après toutes ces tentatives, elle n'est toujours pas capable d'envoyer l'ambulance sur place et lui demande de se rendre sur Google pour essayer de trouver une adresse la plus proche possible pour pouvoir envoyer les secours. Il lui faudra plus de 5 minutes avant d'être capable de le localiser et sachez que dans un appel d'urgence comme celui qui était en train de passer Henry, c'est énorme, absolument énorme. L'appel au total durera 10 minutes. 10 minutes, c'est plus du double de ce qu'un appel d'urgence devrait durer. Normalement, c'est 3-4 minutes pour récupérer toutes les informations d'urgence et envoyer les secours au plus vite. Là, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Bref, l'appel est un chaos total et le pire dans tout ça, c'est la voix de Henry qui reste absolument calme et posée. Il explique en détail qu'il y a du sang absolument partout et que tous les membres de sa famille, lui inclus, se sont fait agresser. Il déclare qu'il est dans une situation d'urgence totale, mais malgré ça, le ton de sa voix ne reflète pas du tout l'urgence.
Il explique qu'aucun des membres de sa famille ne semble être conscient, à l'exception de sa sœur qui bouge encore, et insiste sur le fait qu'un intrus se serait infiltré dans leur domicile et les aurait attaqués à coups de hache. Henry aurait cependant perdu conscience après l'avoir confronté et se serait réveillé au petit matin avec les corps gisants de sa famille autour de lui, mais plus aucune trace de l'agresseur. Une voisine de la famille passant devant chez les Van Breda ce matin-là se souvient avoir aperçu Henry à l'extérieur de la maison au téléphone. Il portait à ce moment-là seulement un t-shirt et un boxer, son t-shirt était rempli de sang, et elle se souvient avoir croisé son regard et avoir vu un air absolument effrayant dans le regard de ce dernier. Elle décida donc de passer son chemin et de continuer la route jusqu'à chez elle, mais avant même qu'elle ne pût contacter les services d'urgence, ces derniers étaient déjà devant chez les Van Breda. Les policiers restaient méfiants et étaient venus en grand nombre, ne sachant pas si l'appel était peut-être une embuscade ou si encore l'agresseur se trouvait toujours sur place. À leur arrivée, Henry se trouvait devant la porte, tenant son téléphone portable à la main, du sang sur son t-shirt ainsi que sur son boxer et quelques entailles superficielles sur son corps. Il semblait stressé et traumatisé par la situation et avait énormément de mal à communiquer avec les secours. Il fut néanmoins capable de leur expliquer que les corps des victimes se trouvaient à l'étage de la maison, suite à quoi les officiers entrèrent dans la propriété. Ils entrèrent en premier lieu dans le salon, où ils tombèrent sur l'ordinateur portable de Martin, toujours posé sur la table, et à côté de ce dernier se trouvait le sac à main de Teresa, contenant toujours sa carte de crédit ainsi que de l'argent liquide. Ils en conclurent alors que ceci n'était certainement pas un cambriolage ayant mal tourné, sans quoi le sac et tout ce qu'il contenait auraient très certainement disparu avec les agresseurs. Les verres à vin ainsi que la bouteille que s'étaient partagés Henry et son père la veille se trouvaient toujours sur le comptoir, et le tiroir contenant les ustensiles de cuisine, notamment les couteaux, était grand ouvert. Les officiers continuèrent leur chemin au travers de la maison et se dirigeaient maintenant vers les escaliers menant au premier étage. Dans les escaliers, ils découvrirent une hache remplie de sang encastrée dans le mur de la maison, et en haut des escaliers se trouvait le corps de Teresa, la mère de famille, gisant dans une mare de sang. Elle ne semblait pas être consciente. Marlee, la cadette, se trouvait allongée à ses côtés, mais elle semblait consciente et réactive malgré les blessures très importantes qu'elle avait subies. Dans la chambre voisine, les corps de Martin et de Rudy furent découverts. Ces derniers ne montraient aucun signe de vie et furent malheureusement déclarés morts sur place. Ils avaient été attaqués très brutalement et Rudy portait de nombreux coups au niveau du dos, ce qui laisse à penser qu'il avait été attaqué par derrière. Les policiers quittèrent la scène et Marlee et Henry furent emmenés immédiatement à l'hôpital. Ce qui étonna tout le monde se trouvait être les blessures plus que superficielles dont souffrait Henry en comparaison au reste de sa famille. Seules des coupures très peu profondes furent retrouvées au niveau de ses bras et de ses jambes, et ceci laissa les médecins perplexes. Bien sûr, Henry fut immédiatement interrogé sur ce qui était arrivé, et voici sa version des faits. Cette nuit-là, lorsqu'il sortait des toilettes, il entendit des bruits étranges provenant de la chambre qu'il partageait avec son frère Rudy. Il s'avança très doucement dans le noir et aperçut un homme, une hache à la main, en train d'attaquer de toute violence son frère. Il affirma ne pas être capable de reconnaître l'attaquant car ce dernier était habillé de noir de la tête aux pieds, il portait un masque sur le visage ainsi que des gants. À la vue de cette scène atroce, Henry hurla de toutes ses forces. C'est à ce moment-là que son père Martin se réveilla et se présenta dans le couloir pour voir ce qu'il se passait, moment que choisit l'attaquant pour se tourner vers lui et lui infliger de nombreux coups de hache. Avec tout ce vacarme, ce serait maintenant Teresa ainsi que sa fille Marlee qui se présenteraient dans le couloir et se feraient à leur tour attaquer par l'intrus. Henry aurait alors surgi de la salle de bain et aurait été capable d'attraper la hache que tenait l'assaillant dans ses mains, mais c'était sans compter le fait que ce dernier avait sur lui un couteau qu'il avait volé précédemment dans la cuisine de la famille, qu'il sortit alors de sa poche et avec lequel il poignarda Henry. Henry tenta alors de donner un coup de hache à l'homme qui essayait de s'enfuir, mais cette dernière vint se loger dans le mur de l'escalier et l'homme en question fut capable de prendre la fuite. Il explique à ce moment-là être tellement paniqué qu'il était incapable de se souvenir du numéro des urgences et fut seulement capable de composer le numéro de téléphone de sa petite amie. Il essaya donc de la joindre, mais cette dernière ne décrocha pas à ce moment-là. Il se retrouva alors seul dans la grande maison silencieuse et à la vue des corps des membres de sa famille perdit connaissance. Il ouvrit les yeux au petit matin et à ce moment-là fut capable de se souvenir du numéro des urgences qu'il composa immédiatement. Lors de son récit, il ajouta un détail qui a toute son importance concernant le chien de la famille, Sacha. Ce dernier avait pour habitude de dormir à l'intérieur de la maison, à l'étage, soit dans la chambre des garçons, soit dans la chambre de Marlee.
Cependant, lorsqu'il décrit l'attaque, il ne mentionne à aucun moment Sacha. Ce qui est assez étrange car le chien aurait très probablement aboyé, ce qui aurait alerté les voisins. Lorsqu'il fut questionné par rapport à cela, il expliqua que son chien n'était pas présent dans la maison ce soir-là et que les policiers qui s'étaient présentés à la maison ce matin-là le lui avaient ramené. Ce qui était un mensonge total car le tout premier policier à s'être présenté sur la scène se souvient très bien avoir vu Henri à l'avant de la maison, assis sur les marches, son téléphone portable dans la main, son chien assis sur ses genoux. Il ajouta concernant Sacha que son chien n'était pas le type de chien à aboyer et que de toute façon il était à moitié sourd. Ce qui est assez étrange si l'on prend en compte le fait que durant l'appel aux urgences, on peut entendre clairement Sacha aboyer à l'arrière du téléphone et que tous les amis de la famille ont bien affirmé que le chien aboyait sans arrêt au moindre petit bruit. De plus, des tests furent réalisés et il fut prouvé que Sacha n'était absolument pas sourd, bien au contraire. Il fut prouvé donc que si un intrus s'était présenté chez les Van Breda ce soir-là, il aurait très certainement réagi et aurait aboyé pour défendre sa famille. Une fois arrivé à l'hôpital, les médecins en charge de Henri affirmèrent que les blessures dont il souffrait semblaient être des coupures qu'il se serait infligées à lui-même, de par l'angle dans lequel elles se trouvaient. Entre ça, le mensonge par rapport à son chien et l'attaque plutôt étrange qu'il avait décrit, autant dire que les policiers commençaient à le voir plus comme un suspect que comme une victime. Henri fut figé de peur et incapable de répondre lorsqu'il se fit demander par un officier la raison pour laquelle il avait pris autant de temps avant de se jeter sur l'intrus pour essayer de défendre sa famille. C'est vrai, pourquoi aurait-il attendu que les 4 membres de sa famille soient à terre avant d'enfin sortir de sa cachette et essayer de faire quelque chose? C'est sûr qu'il y aurait eu plus de chances que les membres de sa famille s'en sortent indemnes s'il avait réagi et était sorti de sa cachette lorsque son père était arrivé dans le couloir et que ces derniers avaient essayé de maîtriser l'intrus ensemble. Il répondit simplement qu'il était tétanisé par la peur et qu'il ne fut capable de réagir que lorsqu'il vit l'homme arriver vers lui, la hache à la main. Ce qui est tout à fait possible. Là-dessus, je remets pas sa parole en doute. Quand on est vraiment tétanisé par la peur, il y a des moments où on peut juste pas réagir du tout. Un autre petit détail fut découvert quelques heures plus tard. La hache ayant servi au meurtre aurait appartenu à la famille Van Breda. Ce qui veut donc dire que l'intrus se serait infiltré chez la famille, aurait pris le temps de voler leur hache, leur couteau de cuisine, et serait donc venu les mains vides sans la moindre arme de défense. Et comme si cela ne suffisait pas, la maison des Van Breda contenait un nombre incalculable d'alarmes de sécurité, et ce soir-là, 3 d'entre elles avaient été désactivées. La compagnie responsable des alarmes a affirmé que ceci était très inhabituel pour la famille, et a même vérifié les jours précédant l'attaque, et a affirmé que toutes les alarmes avaient toujours été en marche. Bref, autant dire que Henri était très suspicieux aux yeux des policiers. Pour le moment, il n'y avait que sa version des faits pour reconstituer un petit peu ce qui s'était passé la veille, mais ils attendaient impatiemment que Marly se réveille enfin pour pouvoir leur en dire un petit peu plus sur ce dont elle se souvenait. Après quelques jours inconsciente à l'hôpital, Marly commença à reprendre des forces et fut capable de discuter avec les officiers. Mais à leur plus grand désespoir, la pauvre Marly avait souffert d'un très important traumatisme crânien et n'avait aucun souvenir sur cette fameuse nuit. Les enquêteurs n'avaient donc que la version tirée par les cheveux d'Henri pour les aider à résoudre l'affaire, et ceci n'était clairement pas une bonne nouvelle. Ils continuèrent alors leur enquête, mais ne trouvèrent aucune trace d'ADN d'un intrus quelconque, ni aucun indice leur permettant d'incriminer Henri. Néanmoins, en juin 2016, soit près d'1 an et demi après les faits, Henri Van Breda fut arrêté par la police pour les meurtres de 3 membres de sa famille, ainsi que pour tentative de meurtre sur sa plus jeune sœur. Durant son procès qui eut lieu le 4 avril 2017, Henri se vit demander de rejouer la scène de l'attaque. Il se vit donner une hache et on lui demanda de reproduire chacun des mouvements de l'attaquant ce soir-là. Et ce qui fit froid dans le dos aux membres du jury fut le fait que Henri était capable de rejouer chaque petit moment de l'agression et chaque geste de manière extrêmement précise. Il se souvenait de détails extrêmement précis comme la façon dont l'homme tenait sa hache et certaines choses dont personne ne se souviendrait dans une attaque aussi rapide et aussi violente que cette dernière. Le procès dura plusieurs jours et c'est le 21 mai que le verdict tomba. Le jury déclara que l'histoire de Henri ne tenait pas vraiment la route et que l'endroit où il vivait étant un endroit privé et sécurisé, si un intrus quelconque s'était effectivement infiltré chez eux, il aurait dû passer de nombreux gardes, de nombreuses barrières de sécurité et nombreuses caméras. Cependant, rien de tout cela ne fut jamais retrouvé.
Le fait pour eux que les alarmes de sécurité aient été préalablement désactivées était pour eux une preuve d'un acte prémédité. En plus de cela, aucun objet n'avait été volé ou n'était manquant chez les Van Breda, ce qui annule la possibilité d'un cambriolage ayant mal tourné. Le 21 mai 2017, donc, le verdict tombe et Henry se voit accusé coupable du meurtre de 3 membres de sa famille, ainsi que coupable de tentative de meurtre sur sa sœur Marley. Henry reçoit alors 15 ans derrière les barreaux pour ses crimes, ainsi que 15 ans supplémentaires pour avoir menti à la justice et s'être fait passer pour une victime. Lors de sa sentence, Henry n'était âgé que de 20 ans. Il ne devrait donc pas sortir de prison avant l'âge de 50 ans, du moins s'il n'a pas la possibilité d'une libération conditionnelle avant cela. Il se trouve à ce jour enfermé dans le centre correctionnel de Drakenstein dans la ville de Paarl. Néanmoins, de nombreuses personnes continuent à apparaître dans les médias pour défendre l'innocence de Henry, notamment sa petite amie de l'époque qui continue d'affirmer qu'Henry est 100% innocent et qu'il n'aurait jamais fait cela à sa famille. À votre tour de me dire ce que vous en pensez. D'après vous, Henry est-il coupable ou est-il une victime? Laissez-moi vos avis en commentaire. Et si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé de la future publication de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!